Bonjour, je suis Alain Noël, je suis professeur de sciences politiques à l'Université de Montréal, membre du CRIDAC. Je travaille sur les politiques sociales dans les pays de l'OCDE et au Canada et au Québec en particulier. Et aujourd'hui, je vais vous parler du concept d'universalité qui est un concept central dans la réflexion sur les politiques sociales. L'universalité, c'est un concept qui décrit un type de politique sociale, des politiques sociales qui s'adressent à tous les citoyens, indifféremment de leurs revenus, de leurs conditions, de qui ils sont. En vertu du fait d'être citoyen, on a droit à des avantages sociaux, des services, des transferts de façon donc universelle. Pour le comprendre, l'universalité se contraste avec la sélectivité qui signifie que l'on adresse des programmes ou des transferts à un groupe précis ou à une catégorie de la population. Donc, le programme universel par excellence au Canada, c'est les soins de santé qu'on obtient en vertu de notre citoyenneté. C'est gratuit, c'est accessible à tous en fonction de notre condition médicale. Et le programme sélectif par excellence, c'est l'aide sociale qui est basée sur les revenus et les moyens. Et donc, il faut démontrer qu'on n'a pas de revenus, qu'on a peu de moyens pour obtenir de l'aide sociale. C'est donc un programme sélectif par opposition à un programme universel comme les soins de santé. Le principe d'universalité est né avec les politiques sociales. Au début, en fait, les premières politiques sociales n'étaient pas universelles et même l'idée des politiques sociales, au départ, c'était d'aider les pauvres. Et donc, on faisait des programmes ciblés, peu généreux en général, qui visaient des petites catégories de la population. Idéalement, on voulait aider les pauvres méritants, qu'on estimait méritants, la veuve et l'orphelin, par exemple, donc des gens qui sont dans des situations de pauvreté à cause de circonstances pour lesquelles ils ne sont pas responsables. Donc, on visait des petites catégories de la population en difficulté. Après, à partir de la Deuxième Guerre mondiale, on a commencé à penser de la politique sociale de façon plus large pour l'ensemble de la population, en se donnant des objectifs pour éliminer les grandes difficultés sociales, les maux sociaux, la pauvreté notamment, mais également le risque de maladie, le risque de chômage. Et on a commencé à créer des politiques dites universelles, c'est-à-dire des politiques auxquelles on a droit en vertu du simple fait d'être citoyen. Le principe d'universalité a été débattu dès le départ entre des auteurs comme T.H. Marshall, par exemple, qui est un sociologue britannique, qui était favorable, lui, à la sélectivité et qui privilégiait l'idée de mettre l'accent sur les gens qui en ont le plus besoin. À l'opposé, il y avait un penseur britannique également, Tawney, qui était un militant socialiste aussi, qui lui se disait que ça prend des politiques pour tous les citoyens pour aider et soutenir toute la population. Ce qui a été déterminant au Royaume-Uni, notamment, c'est là que ça a commencé, ça a été l'expérience de la Deuxième Guerre mondiale où on s'est retrouvé dans une situation avec des bombardements sur Londres, par exemple, où toute la population était à risque. Et donc, tout le monde avait vécu cette expérience de grand risque. Et après la guerre, il fallait reconstruire une société qui serait faite pour tout le monde et non pas seulement pour les personnes les plus pauvres. Et donc, on a commencé à penser la protection sociale au Royaume-Uni, avec notamment les rapports de William Beveridge, qui était un fonctionnaire à l'époque et qui était le grand penseur de la protection sociale au Royaume-Uni, commençait à penser des programmes qui viseraient toute la population. C'est le début, par exemple, du National Health Service au Royaume-Uni, les soins de santé universels pour tous. Le principe d'universalité n'a jamais fait l'objet d'un consensus. Il y a toujours eu des tenants, depuis les débuts et encore aujourd'hui, des tenants d'une approche plus sélective, plus ciblée, que l'on percevrait comme étant plus efficace, qui serait ciblée sur les personnes les plus pauvres. Et ce débat-là a été avec nous depuis les débuts et il est encore avec nous. Les tenants de l'universalité avaient pour, un peu comme slogan, l'idée que des politiques qui visent les pauvres sont en général des pauvres politiques, c'est-à-dire des politiques qui ne réussissent pas très bien. Parce qu'il y a peu de gens qui s'y intéressent, ça ne concerne pas grand monde, et donc on les sous-finance et on ne les fait pas très généreuses, et ça finit par être des politiques qui sont néfastes, même pour les pauvres. Et donc, l'argument général pour l'universalité, c'était de faire des politiques pour tous, pour avoir des politiques de qualité. Le secret de l'universalisme,
c'est que c'est des politiques qui reçoivent l'appui plus favorable de l'ensemble des citoyens. Et ça veut dire qu'on est davantage prêt, comme citoyens, à payer des impôts pour soutenir des politiques qui nous concernent directement parce qu'elles concernent tous les citoyens, qu'on l'est quand on fait des politiques qui sont plus ciblées sur certains groupes en particulier. Et donc, les politiques universelles vont chercher davantage d'adhésion. On investit plus, on est plus prêt à payer pour les maintenir et à s'assurer qu'elles sont de qualité. Effectivement, les politiques sélectives sont également, ont tendance à pointer du doigt des personnes qui profitent de la situation pour obtenir des avantages que les autres n'ont pas. Et donc, ça mine aussi l'appui, la légitimité des programmes sociaux parce que ça a tendance à faire des programmes sociaux, des programmes qui ne bénéficient qu'à certaines catégories de la population auxquelles on ne s'identifie pas nécessairement. Et donc, encore une fois, les politiques sélectives sont plus fragiles politiquement que les politiques universelles. Au début des années 90, il y a des travaux qui ont été faits par deux sociologues suédois, Walter Korpi et Joachim Palme, qui ont fait des comparaisons entre les pays pour voir quels sont les États-providence qui réussissent le mieux à contrer les inégalités et la pauvreté. Et ils ont trouvé que les États-providence qui réussissaient le mieux, c'était les États-providence qui misaient sur l'universalité davantage que sur la sélectivité. Et ils ont même parlé d'un paradoxe pour décrire la situation. Le paradoxe, c'est le fait que quand on cherche trop à aider les pauvres, finalement, on nuit aux pauvres. Qu'il faut aider tout le monde pour rendre service aux pauvres. Et ça, c'était le paradoxe de la redistribution de Korpi et Palme qui a fait époque, qui a été avec nous pendant presque une vingtaine d'années, convainquant à peu près les chercheurs que l'universalité était la meilleure option. Néanmoins, graduellement, les travaux des chercheurs sur l'universalité ont commencé à remettre en question les conclusions de Korpi et Palme sur l'universalité pour trouver que, dans le fond, les pays qui avaient des politiques sélectives faisaient pas si mal non plus. Et donc, les conclusions qu'on avait tenues pour vraies de Korpi et Palme étaient peut-être à remettre en question. Dans mes propres recherches menées avec Olivier Jacques, on a trouvé que, en fait, les politiques universelles sont encore les meilleures pour réduire la pauvreté, réduire les inégalités, qu'elles sont les plus légitimes et les plus solides et qu'elles doivent être préservées. Ceci étant dit, on se demande de plus en plus, et on réfléchit depuis plusieurs années là-dessus, sur la possibilité de trouver la bonne combinaison d'universalité et de sélectivité. On a même introduit des concepts comme l'universalisme sélectif ou l'universalisme proportionné pour décrire des situations où on aurait un fond d'universalité combiné avec des politiques un peu plus ciblées pour certaines catégories de la population. Et les travaux qu'on a faits, Olivier et moi, montrent qu'effectivement, il y a de l'avenir dans ce genre de politique-là. On peut penser, par exemple, à l'allocation canadienne pour enfants qui a été introduite en 2015, qui est presque universelle, c'est-à-dire que pratiquement tout le monde en reçoit, avec tout le monde qui a des enfants, mais elle donne plus aux familles moins fortunées. Et ça, c'est une combinaison qui est assez favorable, c'est-à-dire qu'il y a la légitimité d'une politique universelle, mais la finesse d'une politique plus sélective aussi.